Bonsoir et bienvenue. Il y a quelques jours, nous vous parlions de cet ingénieur sénégalais de la SNCF, lauréat 2020 du prix du meilleur mastérien 2020 de la Fondation des Ponts Paris-Tech. Ce soir, il est dans nos murs, cher Ibrahima Ndiaye, puis c'est de lui qu'il s'agit et l'invité du magazine Le Point ce soir. Avec lui, nous parlerons justement du prix, de son prestige, mais surtout du parcours exceptionnel de cet enfant des terres du Jolof. Un parcours qui l'a conduit donc de Linguère aux classes préparatoires du lycée Jacques de Cour. Nous sommes en 1999, classe préparatoire où il restera jusqu'en 2002, c'est ça, cher? C'est bien ça. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Après justement ces classes préparatoires, c'est quoi la suite du parcours? Bonsoir, M. Ngari. Permettez-moi tout d'abord de passer un vibrant salut à l'ensemble des téléspectateurs donc, de la RTS, qu'ils soient à l'intérieur du pays, comme à l'étranger, où pas mal de Sénégalais vivent et suivent avec beaucoup d'intérêt tous les soirs la télévision nationale. Donc je vous remercie aussi et vous dis que je suis très heureux et tout à fait honoré de l'opportunité que vous m'offrez ce soir pour pouvoir donc échanger avec vous sur mon parcours académique et professionnel, mais aussi effectivement parler des contours de ce prix du meilleur mastérien de l'année 2020 décerné par la Fondation des Ponts Paris-Tech, mais de manière générale sur l'actualité des transports et de la mobilité en Afrique ou au Sénégal. Effectivement, donc je suis natif du Jolof, dans la commune de Linguère, où j'ai grandi et où j'ai effectué effectivement mes études jusqu'au niveau du bac dans le lycée Albouri Ndiaye. En plus donc, de l'obtention du bac donc, en 1999, j'ai été lauréat du concours général en mathématiques et donc ce qui m'a permis en 1999 donc, de faire partie en tout cas de cette sélection, d'une grande sélection qui se faisait au niveau de Dakar pour en tout cas décerner une bourse d'excellence de coopération franco-sénégalaise à un nombre très réduit d'étudiants. On était donc 5 élèves à être en tout cas retenus à l'issue de cette sélection, ce qui m'a permis naturellement donc, de me rendre à Paris pour poursuivre donc, mes études supérieures donc, en classe préparatoire, donc dans le 9e arrondissement, au lycée Jacques de Cour. Donc c'est comme ça que j'ai pu donc, quitter mon Jolof natal et ma commune de Linguère pour me retrouver en septembre 2019 au lycée Jacques de Cour, donc pour faire mes 3 années de classe préparatoire. Donc vous avez fait prépa, comme on l'appelle communément. C'est un parcours assez singulier pour un homme de terroir. Hein? Justement, c'est un parcours assez singulier, d'autant plus que venant de Linguère, je n'avais pas forcément toute la connaissance qui tournait autour de ces classes préparatoires. Mais effectivement, il s'agit d'une particularité déjà française. Hein. Quand vous avez le bac en France avec une mention, ou en tout cas avec également un parcours depuis la seconde jusqu'à la terminale qui est assez exceptionnel, vous avez la possibilité de postuler à ces classes préparatoires qui vous forment en quelque sorte aux grandes écoles d'ingénieurs, au concours des grandes écoles d'ingénieurs. Donc j'ai pu, avec la bourse, on était 5 en 1999 à avoir obtenu cette bourse d'excellence de coopération franco-sénégalaise. Donc, j'ai pu en tout cas effectuer ces classes préparatoires donc, en 3 ans. Donc, c'est assez difficile et puis ça permet surtout de pouvoir intégrer les grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et ce lycée Jacques de Cour fait partie des plus prestigieuses écoles préparatoires avec le lycée Louis le Grand qui reste le summum et Condorcet. Voilà, effectivement, il y a un top, un top 3, je dirais, des lycées en France constitués effectivement du lycée Louis le Grand, Henri IV. Et donc ça, c'est vraiment l'excellence française. Et surtout aussi, c'est des lycées qui, en général, sélectionnent les candidats qui suivent donc, les classes préparatoires. De préférence, en tout cas, les élèves qui sont issus de leur lycée. Donc nous, via la bourse de coopération française qu'on avait, on était directement orientés au lycée Jacques de Cour, qui fait partie des classes préparatoires moyennes, mais qui a formé d'illustres anciens Sénégalais, d'ailleurs, qui ont pu intégrer l'école polytechnique. J'en connais pas mal aujourd'hui qui sont rentrés au Sénégal. Oui, je connais bien M. Khan, qui est actuellement le directeur général de Air Sénégal, qui a fait l'école polytechnique. J'en connais d'autres aussi qui sont actuellement donc, à la
Sonatel, qui ont effectivement aussi fait l'école polytechnique. J'en connais pas mal d'autres qui ont fait l'école des ponts SEC. Voilà, et vous me disiez tantôt que l'histoire débute à Linguère. Vous êtes la première génération du lycée qui venait de naître. Ce n'était pas évident à l'époque pour que vous puissiez participer au concours général. Effectivement, on était la première génération à Linguère déjà à avoir fait la série S1. Avant, il n'y en avait pas. C'était un tout jeune lycée et il fallait donc, si on voulait faire les séries scientifiques telles que la série S1, aller à Louga ou dans les autres régions. Effectivement, on était 6 au niveau du département de Linguère à avoir postulé pour démarrer avec le lycée Albourn-Ndiaye la fameuse série S1. Donc on a eu très tôt l'appui et surtout de notre proviseur à l'époque qui a cru en nous parce qu'on avait déjà fait des résultats. Dès la 4e, on faisait partie de cette génération qui, à l'issue d'un concours qui s'appelait à l'époque le Cormoran des mathématiques et qui regroupait l'ensemble des classes de 4e de tous les lycées donc, des régions de Louga et Saint-Louis. Et donc, on a été la première génération, en tout cas, à avoir marqué ce concours en ayant remporté les 8 prix des 32 prix qui étaient décernés au niveau des 2 régions. Donc les 8 prix... Ça devait le Prytanée à l'époque déjà. Justement, c'était à l'époque du Grand Prytanée, mais cette année-là, les 8 prix des 32 étaient dans notre classe, avec notamment donc, le premier, le deuxième et le troisième. Donc ça a été pour nous le début d'une aventure et on s'est dit à partir de là qu'on pouvait être effectivement dans des régions comme Linguère, dans des départements plutôt comme Linguère, ou en tout cas dans des régions assez reculées. Comme Matam ou à Ziguinchor ou à Ranérou. Et pour autant, voilà, faire d'excellents résultats, effectivement. Donc ça a été vraiment le point de départ, cette classe de 4e, qui d'ailleurs a été la classe qui a donné cette fameuse génération qui a ensuite fait la série S1, S1 au niveau du lycée. Oui, et l'histoire poursuit son chemin. Vous avez fait prépa, on l'a dit. Après, vous êtes allé à l'école des ingénieurs de Paris. Finalement, vous êtes retrouvé à Paris-Tech, c'est cela? Justement. Et donc, je rappelle juste que donc, après cette classe de 4e, donc, en première, j'ai été lauréat donc, du concours général. Et ensuite, effectivement, j'ai obtenu cette bourse pour aller poursuivre donc, mes classes préparatoires donc, à Paris. Donc, dès la fin de mes classes préparatoires, j'avais très tôt l'objectif... Oui, mais d'abord, comment est-ce que vous avez vécu les premières heures quand vous avez mis les pieds dans ces lycées qu'on appelle classes préparatoires? C'est quoi l'ambiance? Comment est-ce que vous êtes senti? Alors, c'est assez particulier, effectivement, parce que c'est une ambiance de concurrence. On regroupe au sein de classes qui sont assez restreintes des élèves qui ont été, durant tout leur parcours, voilà, les meilleurs. Et en fait, l'idée, c'est vraiment une compétition ardue entre élèves, entre copains, on nous appelait tous. Et effectivement, il fallait être fort déjà mentalement pour poursuivre et aller jusqu'au bout. Et surtout aussi avoir de la rigueur et de la méthode. Les anciens qui nous ont précédés nous disaient tous que de toute façon, il faut beaucoup de résilience. Mais vu de toute façon le parcours que j'avais moi et qui était loin d'être d'ailleurs un parcours unique, j'étais persuadé que de toute façon, vu toutes les contraintes que j'ai pu surmonter, ce n'était qu'une étape supplémentaire et il fallait mettre en tout cas toutes les chances de son côté pour essayer de réussir. Réussir, aujourd'hui, vous avez mis les chances de votre côté. Vous êtes lauréat 2020 du meilleur masterien de l'année 2020 de la fondation des écoles Pont Paris-Tech, comme on l'appelle. Vous êtes le premier Sénégalais à avoir obtenu ce prix. C'est l'un des prix les plus prestigieux en la matière. Parlez-nous un peu de ce prix. De quoi s'agit-il exactement? Alors, donc, quand j'ai fini mon école d'ingénieur, donc j'ai fait l'école d'ingénieur de la ville de Paris. Ensuite, en 3e année, j'ai fait l'école des ponts Paris-Tech. J'ai fait un premier master d'abord au Centre des études de la construction, où j'ai voulu tout de suite avoir une formation pointue en conception d'ouvrages linéaires et aussi en conception d'ouvrages d'art. Donc, à la suite de cette formation, de ce premier master, donc,
Et de ce diplôme d'ingénieur, donc j'ai intégré la société qu'on appelle Sisra, qui est d'ailleurs un des artisans de la conception du TR donc à Dakar, où j'ai vécu, où je suis resté pendant 5 ans. Ensuite, donc en 2010, donc de 2006 en 2010, donc j'étais à Sisra, et à partir de 2010, je suis arrivé à la Société nationale des chemins de fer, à la SNCF. Et c'est ça le rêve, de quitter une filière pour aller à la maison mère? Bien sûr, et d'autant plus que même quand j'étais à Sisra, j'ai beaucoup travaillé sur des projets qui, pour le compte de la SNCF, j'ai entre autres travaillé sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux. C'est communément la LGV qu'on appelle Sud-Europe Atlantique. J'ai aussi travaillé sur des projets de conception de métro, notamment dans une ville en Corée du Sud qui s'appelle Uljungbu. J'ai aussi travaillé sur un projet de tramway qui aujourd'hui est mis en service, le tramway T7, qui relie Villejuif et l'aéroport d'Orly. Donc, à l'issue de cette expérience donc, à Sisra, j'ai pu capitaliser là-dessus et j'ai postulé effectivement pour intégrer la Société nationale des chemins de fer pour que ça soit vraiment une continuité parce que je voulais toujours continuer à travailler sur des grands projets de développement ferroviaire. Et c'est à part de la SNCF que vous allez postuler pour ce master-là? Justement, donc de 2010 en 2019, donc ça faisait déjà au total 15 ans que j'étais professionnel. J'ai voulu relever un nouveau défi. En retournant donc à l'école des ponts et chaussées, que je connaissais bien, pour y suivre donc, un master spécialisé qui porte sur le système de transport ferroviaire et urbain. En fait, c'est un master qui est composé que des cadres et des dirigeants de sociétés qui tournent et qui gravitent autour des projets de mobilité et de transport. Donc, on était 4, par exemple, de la SNCF. Il y avait d'autres personnes qui venaient donc, de la RATP, donc la Régie autonome des transports de Paris, qui gère le métro à Paris. Il y avait beaucoup de cadres aussi qui venaient donc, de Alstom, qui est un constructeur de matériel roulant, de Bombardier, qui est un autre constructeur de matériel roulant, qui d'ailleurs se regroupe avec Alstom. Des gens qui venaient du ministère des Transports et de la transition écologique donc, au niveau de Paris. Des gens également qui venaient des sociétés d'ingénierie comme Sisra, CETEC, Ingeurope. Bref, on avait là un écosystème de l'ensemble des acteurs qui intervenaient dans le cadre des projets de transport et de mobilité, donc depuis les aspects institutionnels, hein, donc réglementation, financement, jusqu'aux aspects donc, de conception, d'exploitation et de réalisation. Donc ce master, effectivement, ce master spécialisé, je l'ai fait donc, entre septembre 2019 et décembre 2020. Et en fait, je m'étais fixé comme objectif, mais comme je me suis toujours fixé des objectifs quand je m'engage dans des formations de cette nature, je m'étais fixé initialement l'objectif de terminer major de la promotion. Chose que j'ai réussi à faire avec beaucoup de travail. Et je m'étais dit, pourquoi pas postuler, en tout cas participer à ce fameux concours, qui est un concours assez prestigieux. Hein. Et qui regroupe 16 masters. Justement, en fait, c'est un concours qui a été mis en place par la Fondation des ponts ParisTech depuis 1974 et qui regroupe les 16 masters spécialisés que compose l'école des ponts ParisTech. Et en gros, l'idée, c'est que chaque candidat, donc on était 171 au départ, l'idée, c'est que chaque candidat donc, choisisse déjà une thématique d'avenir, qui est une thématique dans les 20 prochaines années, et ensuite essaie de bâtir son projet professionnel sur les 20 prochaines années, avec en détaillant toutes les étapes intermédiaires qui lui permettent en tout cas de passer d'une étape à l'autre jusqu'en 2040. Donc la première étape était déjà de choisir une thématique et d'arriver à convaincre l'ensemble des jurys que c'est une thématique d'avenir, d'une part, et d'autre part, d'arriver vraiment à inscrire son projet professionnel sur cette thématique-là, et ensuite d'avoir la rigueur scientifique et surtout professionnelle qui nous permet de justifier devant un public qui est quand même, enfin un jury qui est composé... C'est un jury qui est très fin. Hein? Justement, c'est un jury qui est composé à chaque fois de hauts cadres dans les sociétés de transport. Donc, il y a eu 4 étapes de succession. Donc, je disais tantôt qu'au départ, on était 171, donc issus des 16 masters spécialisés. Ensuite, on est passé de 171 à 36, de 36 à 15 et de 15 à 8.
Et les 8 ont été les 8 finalistes qui se sont présentés donc, devant un jury. Sorti. Voilà, devant un jury qui s'est tenu d'ailleurs le 10 décembre 2020, où il fallait présenter son projet professionnel et recevoir donc, des conseils, un feedback en tout cas sur la solidité du projet. De la part d'experts, qui sont, enfin d'experts même de PDG, parce que le jury était essentiellement composé, par exemple, du PDG de Meridiam, du PDG de Engie, de Aéroport de Paris, des représentants du ministère des Transports et de la Transition écologique à Paris, de la direction de l'école des ponts ParisTech, évidemment, et aussi du délégué général de la Fondation des ponts. Donc, en fait, tous les professionnels qui font ce concours ne visent pas forcément à le gagner. En fait, ce qu'on vise dans un premier temps, c'est de participer et surtout d'avoir l'opportunité de croiser d'éminentes personnalités du monde des transports et de la mobilité pour ce qui me concerne, pour avoir en tout cas des conseils qui nous permettent de consolider davantage notre projet professionnel. Mais là, vous êtes allé au-delà. Vous avez gagné le prix, vous êtes sorti major. Justement, j'étais déjà major de ma promotion. Donc, effectivement, j'ai été déclaré gagnant du prix à l'unanimité, d'ailleurs, par un vote donc, à l'unanimité, depuis le 7 mai 2021. Donc, voilà, donc, ça a été une... Oui. Ça a été vraiment une annonce qui m'a beaucoup surpris, mais qui vient en tout cas couronner ou en tout cas récompenser tous les efforts depuis Linguère. Ouais, depuis Linguère, vous êtes le pur produit de l'école publique sénégalaise. Quel que soit par ailleurs ce qu'on peut dire sur l'école sénégalaise, ça a continué à former des cracks et de bonnes personnes. Je suis intimement convaincu que l'école publique sénégalaise est une école d'excellence. Je suis un pur produit effectivement de l'école publique sénégalaise et je le revendique. Et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi qu'on peut être issu de l'école publique sénégalaise, qui plus est même de régions les plus reculées. Moi, je n'ai même pas fait de transition entre Linguère et Dakar. Vous avez quitté Linguère directement pour Paris? J'ai quitté directement Linguère pour me rendre en septembre donc, et aujourd'hui, à Paris. Vous êtes dans ce qui se fait de mieux dans le domaine où vous êtes, le domaine ferroviaire. Vous êtes aujourd'hui à la SNCF, où vous êtes directeur de projet. Cela n'arrive pas tout le temps. C'est quoi d'abord être directeur de projet dans une telle société? Alors, quand vous êtes... quand j'ai démarré à Citra, j'ai démarré en tant que chef de projet. Donc, quand vous êtes chef de projet, en général, vous faites partie d'une équipe qui manage un projet et vous vous occupez en tout cas d'une spécialité. Donc moi, ma formation de base était une formation d'ingénieur en génie civil avec une spécialisation ouvrage d'art. Donc je m'occupais vraiment de la partie ouvrage d'art des projets de transport ferroviaire. Donc quand j'ai travaillé sur la LGV entre Paris et Bordeaux, je me suis consacré au projet d'ouvrage d'art, notamment donc, le raccordement de la ligne à grande vitesse avec la ligne classique Paris-Bordeaux. Quand on devient chef de projet, en fait, on vous donne la responsabilité d'un projet dans sa globalité, y compris toutes les autres spécificités dont vous n'êtes pas forcément un spécialiste, ni un expert. Mais à vous, effectivement, de mettre en place une équipe composée de plusieurs spécialistes qui vous permettent effectivement de manager votre projet. On disait du début à la fin. Justement, en termes d'études, donc de programmes, en termes de coûts, en termes de délais, pour respecter les engagements tout simplement que la SNCF prend vis-à-vis de ses partenaires. Donc, engagement que la SNCF a pris, notamment quand j'ai dirigé et piloté le projet de modernisation de la ligne internationale entre Nice et Turin. C'est un projet de 65 milliards de francs CFA. C'est une responsabilité hautement sensible. Effectivement, c'est une responsabilité, mais on n'est pas seul. Effectivement, on est entouré d'une équipe. On a également des instances de gouvernance qui nous permettent de valider chaque étape du projet. Quand il arrive, pour des raisons X ou Y, qu'on déborde, en tout cas sur un délai ou en tout cas sur le budget, il faut avoir les arguments solides pour pouvoir les justifier. C'est du management finalement. Et surtout anticiper. Oui. Vous êtes dans le mass transport, comme on dit. Aujourd'hui, vous êtes dans une association qui s'appelle Afrique Mobilité, dont vous êtes le vice-président d'ailleurs. C'est ça. Quels sont c'est quoi les visées de cette association? Vous êtes convaincu aujourd'hui que l'Afrique, il faut que l'Afrique
relève le défi de la mobilité pour pouvoir avancer, se développer? Oui, absolument, absolument. En fait, l'idée de créer cette association nous est venue en 2019, 2018-2019. En fait, ça faisait longtemps que j'étais dans des réseaux où je côtoyais pas mal de personnes d'origine africaine qui étaient donc dans les grandes entreprises de transport, donc, que ce soit SNCF, RATP ou Alstom. Et on s'est dit, en fait, comment on peut être utile aussi par rapport à notre continent, qui est l'Afrique, nous-mêmes qui, aujourd'hui, avons fait le choix de rester travailler en France. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer cette association qui donc regroupe, en tout cas, des hauts cadres dans des grandes sociétés de transport et de mobilité. Et l'idée, en fait, principale, c'est de créer, en tout cas, d'organiser chaque année un salon africain de la mobilité. Avec le souhait qu'il devienne vraiment un véritable rendez-vous de la mobilité en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est que tous les ans, dans un pays africain, notamment en Afrique subsaharienne, qu'il y ait un regroupement de l'ensemble des professionnels qui tournent autour de la conception, du financement de la conception et de la mise en œuvre donc, des projets de transport, qu'on se retrouve donc en Afrique et qu'on invente des solutions de transport de masse qui répondent aux standards internationaux, mais qui soient aussi adaptés au contexte africain. Ce qu'on vise par là, c'est bénéficier du retour d'expérience que nous avons et que les pays de l'Europe ont forcément dans la mise en place donc, de solutions de transport pour le continent africain, en évitant les erreurs, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises dans la conception de certains projets en Europe. Et donc l'idée, c'est de bénéficier de ce retour d'expérience, de faire des choix qui soient adaptés au contexte africain. Parce que projets durables aussi. Voilà, et qui répondent surtout aux spécificités de l'Afrique. En fait. Absolument. Donc c'est vraiment cette idée qui nous a poussé à créer cette association. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a développé notre réseau, on est parrainé par l'École des ponts ParisTech, on est parrainé par nos sociétés respectives, donc la SNCF est également un partenaire privilégié de Afrique Mobilité. Et aujourd'hui, on a noué un partenariat avec le CETUD, qui est l'autorité organisatrice et régulatrice des transports urbains de la capitale de Dakar. OK. Oui, le Sénégal est aujourd'hui dans une dynamique de développement ferroviaire. Vous êtes de l'autre côté. Comment est-ce que, bon, enfin, quelque part, vous êtes acteur dans tout ça via le TR. Mais comment est-ce que vous percevez ce bouillonnement ferroviaire qu'il y a aujourd'hui au Sénégal, cette politique de relance? Je pense que c'est une très bonne idée parce que quand vous regardez les villes africaines, aujourd'hui, elles présentent en tout cas un contexte d'urbanisation qui est assez particulier. Je m'amusais toujours à comparer l'urbanisation des villes africaines par rapport aux villes européennes. Il a fallu en fait 110 ans au continent européen, entre 1800 et 1910, pour passer environ de 14%, enfin de 15% en gros à 40% de citadins. En Afrique, dans les villes africaines, il a fallu juste 60 ans pour passer de 15% à 14%. Donc les villes africaines s'urbanisent rapidement, 2 fois plus vite même que les villes européennes. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la plupart des villes africaines enregistre un taux d'accroissement démographique qui est assez important. Des fois, qui va jusqu'à 2 chiffres. On a des villes qui ont des taux d'accroissement naturel de 8%, 9%, voire 10%. Et ensuite, les données en tout cas des Nations Unies nous disent en fait que d'ici 2050, ce sont 56% des Africains qui vont vivre dans les villes africaines. Il faut forcément... Voilà, donc là, vous avez en gros un continent qui est le continent le plus jeune, qui a une vitesse d'urbanisation plus vite, qui en même temps enregistre un taux d'accroissement naturel élevé. Tout ça va inéluctablement poser des problèmes de mobilité. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui à Dakar. Ce n'est pas du tout une particularité. À ça, vous ajoutez le fait qu'à Dakar, rien que dans la capitale de Dakar, vous avez 70% des voitures motorisées sont à Dakar, enfin des véhicules sont à Dakar, et ce taux augmente de 10% chaque année. Parce que notre mode de mobilité, c'est l'automobilité. Ouais. Donc il faut régler cette question. Donc il faut absolument régler cette question du transport. Oui. Et en fait, cette question du transport ne passe que par la mise en place
de systèmes de transport capacitaires qui répondent aux exigences et aux normes et aux standards internationaux. D'abord en termes de sécurité. En termes de sécurité. Oui, parce qu'il y a la question du TER aujourd'hui. Beaucoup de Sénégalais se demandent pourquoi, depuis lors, il n'est pas mis en service. Vous êtes un technicien en la matière. Est-ce que vous comprenez un peu cette latence? Effectivement, je peux comprendre les deux parties. Hein. Je suis un expert, effectivement, je peux comprendre pourquoi, après la fin supposée en tout cas des travaux, qu'il y a encore besoin de temps pour une mise en exploitation commerciale. Parce que, tout simplement, quand un projet de cette nature est terminé, il faudra faire beaucoup d'essais. Des essais qui prennent du temps parce qu'il faut en fait tester toutes les configurations futures UTR du projet, enfin, de l'infrastructure. Ensuite, en plus de ça, vous avez effectivement des procédures donc de certification et d'homologation qui demandent des délais qui sont incompressibles et qui viennent également de la part d'acteurs qui jusqu'à présent ne sont pas intervenus dans la conception du projet, parce qu'il s'agit de sécurité. Quand on prend en charge des personnes pour les transporter d'un point A à un point B, il y a une notion de responsabilité. Donc effectivement, l'exploitant qui sera en charge d'exploiter en tout cas le TR, notamment sur la phase 1 entre Dakar et Diamniadio, a besoin effectivement de ces tests, a besoin de ces certifications et de ces homologations avant de pouvoir exploiter son train. Donc ça se comprend. Et par contre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible. Effectivement, au niveau du public, on peut constater qu'il y a une fin supposée, en tout cas physique. Ils ne sont pas encore mis en service. Effectivement, mais derrière, il y a un travail en permanence qui est forcément fait, parce qu'il y a des essais qui se font, il y a une certification qui se fait, aussi une homologation qui se fait. D'autant plus que c'est un projet qui est tellement innovant pour le pays que même les structures qui permettent d'aller vite dans ces procédures d'homologation n'existent pas. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, de la mise en place de la LGV du Maroc, entre Tanger et Kenitra, les 200 km de ligne à grande vitesse, le Maroc en a profité pour mettre en place une autorité en charge de la sécurité ferroviaire qui n'existait pas forcément avant. En France, vous avez l'établissement de sécurité ferroviaire, d'ailleurs, qui à ce jour va être remplacé par une autorité européenne de sécurité ferroviaire. Mais vous avez des autorités également de certification comme Certifer, qui sont des entités qui interviennent qu'à la fin des travaux physiques et qui viennent vraiment regarder tous les aspects liés à la sécurité pour que derrière l'exploitation puisse se faire de la façon la plus responsable possible. Et pour le cas du Sénégal, forcément, ces acteurs devront venir effectivement, en attendant peut-être que pour les prochaines générations de projets, qu'on crée ces mêmes structures. Effectivement, alors je ne suis pas forcément dans les équipes qui conçoivent, j'ai beaucoup de connaissances parmi les équipes qui conçoivent le TR, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a Certifer qui intervient, il y a toutes ces procédures, en tout cas d'homologation, qui sont absolument indispensables pour un tel projet au Sénégal. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est en cours. Et pour vous qui êtes dans le secteur, on sait que c'est des projets, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, de main-d'œuvre. Tous ces chantiers ouverts au Sénégal, pour ce qui est des phases prochaines, avant la mise en circulation du TR, par exemple, c'est beaucoup d'emplois en perspective aussi. Effectivement, quand vous faites des projets de cette envergure-là, effectivement, vous créez beaucoup d'emplois dans la phase de conception, mais surtout dans la phase de réalisation. Dans la phase de conception, c'est plus des marchés d'études. Effectivement, il y a pas mal de travail, mais qui sont plutôt du travail qualifié. Mais dans la mise en œuvre de ces projets, moi, quand je dirigeais les travaux de modernisation de la ligne entre Nice et Vintimille, effectivement, j'avais pas moins de 10 marchés. Parce que chaque type de travaux, des fois, vous êtes obligé de lancer une consultation. Et donc, effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui travaillent. Et donc, il y a forcément de la création d'emplois qui se fait autour de ces projets-là.
Aujourd'hui, la première phase entre Dakar et Diamniadio est maintenant terminée. Peut-être que la deuxième phase, qui à terme ira jusqu'à Diamniadio, pourra également être une période propice, en tout cas, et génératrice d'emplois. Oui, je vous remercie, mais juste un mot peut-être à l'endroit de la jeunesse sénégalaise plutôt, qui peut venir de vous, de ce que vous avez quitté votre Linguère pour aller à Paris. Aujourd'hui, vous êtes dans, comme on l'a dit, dans ce qui se fait de mieux ou de meilleur dans le domaine où vous êtes. Vous êtes l'exemple type de ce que c'est possible quand on est jeune sénégalais. Oui, c'est absolument possible. Hein. Je suis né à Linguère, j'ai grandi là-bas, effectivement, j'ai fait mes études. Alors, j'ai peut-être aussi bénéficié d'un encadrement familial avec des parents qui ont tout le temps misé sur l'éducation de leurs enfants. On était une grande famille, hein, on est toujours une grande famille d'ailleurs. Et dans ma famille, je ne suis pas forcément une exception. Hein. On est 4 ingénieurs dans la famille, on a un docteur, on a des hauts cadres dans le secteur bancaire, à la Sénélec. Enfin, voilà, donc je n'ai jamais manqué de repères. Donc j'ai toujours cru que c'était possible parce qu'ils l'avaient fait et c'est des personnes que je connaissais bien. Et donc j'avais toujours cette volonté en tout cas d'aller plus loin que eux parce que aussi je bénéficiais peut-être de conditions qui étaient bien plus favorables voilà, que les conditions que mes frères aînés avaient. Donc effectivement, si j'ai un message à lancer au niveau de la jeunesse sénégalaise, c'est déjà de croire à l'excellence de l'école publique sénégalaise. On a beaucoup d'exemples de hauts cadres aujourd'hui qui interviennent dans des domaines aussi diversifiés, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger, qui sont carrément des produits de l'école publique sénégalaise. Donc c'est quelque chose qui est possible. Il suffit d'y croire, mais il suffit aussi de travailler. Nous, on avait en école d'ingénieur un professeur qui s'amusait à nous dire à chaque fois que dans une réussite, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit académique ou qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit même dans une réussite de la vie de tous les jours, il y a 95% de travail et 5% de génie. Et effectivement, quand on arrive en classe préparatoire et qu'on se frotte à des élèves qui sont de très haut niveau, effectivement, on n'a plus que le choix que de travailler, de doubler, de croire en soi, effectivement, de persévérer davantage. Merci. Donc c'est vraiment un message, si ça peut servir, qui est de dire que c'est toujours possible, quelles que soient les conditions, il faut déjà faire le maximum, donc c'est-à-dire travailler tout le temps et sans relâche, et se dire que si certains l'ont fait, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Merci beaucoup, cher Ibrahima Ndiaye. Je rappelle que vous êtes directeur de projet à la SNCF. Vous êtes lauréat 2020 du meilleur prix masterien de la Fondation des écoles Pont Paris Tech. Merci beaucoup. Je voulais tout simplement aussi profiter de cette antenne pour remercier le directeur général de la RTS de m'avoir vraiment donné cette opportunité. Qui a très tôt donné l'information, hein, quand vous avez été primé, pour qu'on salue la performance. Voilà, donc je voulais vraiment le remercier vivement de cette opportunité. C'est un véritable honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir en tout cas partager ma petite expérience de 15 ans avec l'ensemble des Sénégalais. Et j'en profite aussi pour remercier son Excellence, donc le président Macky Sall. A priori, en tout cas, vous m'avez appris qu'il était également à l'origine de cette initiative. Absolument. Donc voilà, donc je suis tout à fait reconnaissant envers le directeur général et envers le président. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne suite de carrière. Merci beaucoup. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.